Je m'appelle James Hardy. Jusqu'à il y a 6 mois, j'étais un ingénieur architecte prospère, avec une entreprise de conseil florissante, une belle maison moderniste dans une banlieue verdoyante et ce que je croyais être un mariage heureux. J'ai rencontré Emma pendant ma dernière année de master. Une femme remarquable, au regard intelligent et au rire facile qui faisait sourire tout le monde. Elle travaillait dans le marketing d'entreprise et a rapidement gravi les échelons grâce à son charme et à son esprit vif. Notre relation ressemblait à une comédie romantique, rencontres fortuites dans des cafés, longues promenades au parc, débats passionnés sur tout, de la politique aux recettes de pâtes. Lorsque je l'ai demandé en mariage après 18 mois, elle a pleuré et m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Notre mariage a été intime mais élégant, exactement comme Emma l'avait souhaité. Nous avons passé notre lune de miel en Grèce, faisant l'amour sur des balcons surplombant la Méditerranée, planifiant notre avenir entre 2 bouteilles de vin. La première décennie a été belle, vraiment belle. Nous avons bâti nos carrières, voyagé, rénové la maison de nos rêves. Nous avons choisi de retarder la naissance de nos enfants pour nous concentrer sur nos objectifs professionnels, nous promettant de revenir sur cette conversation à 35 ans. Comme tout couple, nous avions nos disputes, mais elles se terminaient toujours par des ententes, des compromis et, souvent, des réconciliations au lit. Henri est entré dans nos vies 8 ans après notre mariage. Il a rejoint l'agence de marketing d'Emma et est rapidement devenu son collègue préféré. Extraverti et charismatique, aux cheveux soigneusement décoiffés et aux vêtements coûteux, il avait une assurance qui frisait l'arrogance. Je n'ai jamais particulièrement apprécié Henri, mais j'ai fait un effort pour Emma. Henri est brillant. Elle était enthousiaste après le travail. Vous auriez dû voir comment il a géré la présentation à Westfield aujourd'hui. J'ai souri et hoché la tête, heureux que ma femme ait trouvé quelqu'un qui la stimule intellectuellement. Quand Henri et sa femme Charlotte ont commencé à nous rejoindre pour dîner, je me suis assuré d'être un hôte courtois. Je préparais leurs boissons exactement comme ils les aimaient, grillais les steaks à la perfection et engageais des discussions amicales sur l'architecture et le design. Charlotte était calme mais agréable, observant toujours Henri avec un regard adorateur tandis qu'il dominait les conversations. Je me souviens avoir pensé qu'il semblait plutôt heureux. La première fois qu'Henri l'a serré dans ses bras un peu trop longtemps pour lui dire au revoir, je n'y ai pas prêté attention. Quand il a commencé à lui envoyer des SMS à des heures indues pour des questions professionnelles urgentes, je l'ai cru. Quand il a commencé à débarquer dans nos restaurants préférés par hasard, j'ai accepté son explication. J'ai fait entièrement confiance à ma femme. Ce fut ma première erreur. Les changements sont venus progressivement, presque imperceptiblement au début. Emma a commencé à travailler tard plus souvent, ses excuses allant des échéances de projets aux urgences clients. Je l'appelais pour prendre de ses nouvelles, lui proposant de lui apporter le dîner au bureau. Ne t'en fais pas, James, disait-elle, l'irritation perçant dans sa voix. Je suis débordé par cette campagne. Je vais faire un tour avec l'équipe. L'équipe ? Toujours l'équipe. Mais, curieusement, chaque fois qu'elle partageait des anecdotes professionnelles, Henri figurait en bonne place dans chaque article. Son téléphone est devenu à la fois le prolongement de sa main et une forteresse. Elle changeait son mot de passe, orientait l'écran vers l'extérieur pour envoyer des SMS et prenait les appels dans une autre pièce. Si j'arrivais en plein appel, la conversation dévia brusquement sur le travail. Elle essayait juste de t'apaiser, m'expliquait-elle quand je lui demandais. Tu te plains toujours que mes appels professionnels perturbent ton temps de lecture. Je ne m'étais jamais plainte des siens. La distance physique s'est creusée, tout comme la distance émotionnelle. Nos ébats amoureux passionnés se sont réduits à des rencontres superficielles, presque cliniques, toutes les 2 ou 3 semaines. Elle évitait mes baisers, tendus à mon contact. La femme qui m'entraînait autrefois dans des placards lors de dîners pour des ébats rapides et haletants se plaignait maintenant de maux de tête constants et d'épuisement. Puis vint la poussée de fitness. Emma avait toujours été naturellement mince et peu intéressée par le sport. Soudain, à 34 ans, elle s'est découvert une passion profonde pour les séances de sport nocturnes. La salle de sport est moins fréquentée à ce moment-là, expliqua-t-elle en faisant son sac à 20 heures, et les endorphines m'ont aidé à mieux dormir. Elle était revenue près de 3 heures plus tard, après s'être douchée à la salle, sentant un savon inconnu et évitant mon regard. Les voyages d'affaires se multipliaient, conférences marketing, réunions clients, séminaires de team building, toujours à la dernière minute, toujours essentiels, toujours expliqués avec des détails vagues qui rendaient toute vérification quasi impossible. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. De la nouvelle lingerie dans son tiroir que je ne l'avais jamais vue porter.
Un parfum différent qu'elle n'appliquait qu'avant de partir travailler. Des tickets de caisse de restaurant où je n'étais jamais allé les soirs où nous avions passé nos nuits séparées. Le signe le plus douloureux était la façon dont elle commençait à me traiter. Emma était devenue incroyablement chaleureuse. Elle rapportait mes desserts préférés, suggérait des films qu'elle savait que je voulais voir, engageait la conversation sur ma journée avec un intérêt presque répété. C'était comme regarder une actrice jouer le rôle d'une épouse aimante, faisant mouche sans aucune émotion sincère. L'émotion se cachait derrière ses gestes. Un vendredi soir, après qu'elle ait prétendu travailler tard, je suis passé devant son bureau en rentrant d'une réunion avec un client. L'étage était plongé dans le noir. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure, l'estomac noué, avant de rentrer en silence. Lorsqu'elle est revenue à 23 heures avec une histoire haletante concernant une urgence client, j'ai souri et hoché la tête, sans rien dire de ce que j'avais vu. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à côté de moi, je suis resté allongé, les yeux rivés au plafond, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas mon cœur qui se brisait depuis des mois. C'était quelque chose de plus profond. C'était ma foi en tout ce que je croyais savoir de ma vie, de mon mariage et de la femme autour de laquelle j'avais construit mon monde. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai pris une décision. Si Emma voulait détruire notre mariage, c'était son choix. Mais je serais damné si je la laissais me détruire en même temps. Le lendemain matin, j'étais devenu une autre personne. Extérieurement, j'étais le même mari aimant, un peu inconscient. Intérieurement, j'étais devenu quelqu'un de plus froid, plus calculateur. Je n'avais jamais été aussi confiant. Je n'ai pas confronté Emma. Je n'ai pas exigé de réponse. Au lieu de cela, j'ai commencé à recueillir des informations avec une précision méthodique. J'ai d'abord cloné son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. Cela m'a pris moins de 5 minutes grâce à un logiciel acheté en ligne. Chaque SMS, chaque appel, chaque photo était synchronisé directement sur mon ordinateur portable. J'ai installé un traceur GPS dans sa voiture, déguisé en chargeur de téléphone. J'ai installé des caméras dans toute la maison, de minuscules appareils presque invisibles dissimulés dans des détecteurs de fumée, des cadres et des bouches d'aération. J'ai engagé un détective privé pour suivre Henri et documenter ses déplacements. De l'argent bien dépensé, en fin de compte. Plus important encore, j'ai contacté mon avocat, pas notre avocat de famille, qu'Emma connaissait, mais un requin que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un associé. J'ai exposé mes soupçons et demandé des conseils pour protéger mes biens. À la fin de la journée, nous avions commencé à transférer tout ce qui avait de la valeur dans un trust protégé. Tandis que je jouais le rôle du mari sans méfiance, les preuves affluaient. Leurs textos me rendaient malade. Henri, tu me manques déjà. Je n'arrête pas de penser à hier soir. Emma, moi aussi. Te quitter devient de plus en plus difficile. Et il est désemparé, comme toujours. Henri, combien de temps encore allons-nous devoir continuer comme ça? Je te veux pour moi toute seule. Emma, peu après l'anniversaire. Promis. Les données GPS montraient des arrêts réguliers dans un hôtel de longue durée de l'autre côté de la ville, toujours lors de ces soi-disant soirées gym. Les caméras ont filmé ces appels téléphoniques avec Henri quand je n'étais pas à la maison. Des conversations intimes remplies de déclarations d'amour et de détails explicites sur leur rencontre. La pire découverte est arrivée 3 semaines après le début de ma surveillance. À travers la caméra de la chambre, j'ai vu Emma rire au téléphone. Je sais que c'est pathétique, a-t-elle dit à Henri. Il croit vraiment que je prépare quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Mon Dieu, j'ai hâte que ce soit fini et qu'on arrête de se cacher. Oui, j'ai regardé des annonces à Denver. Non, il ne contestera pas si je demande le divorce juste après l'anniversaire. James me donne toujours ce que je veux. Elle a ri de nouveau, un son que j'adorais autrefois et qui maintenant me perçait. Moi, comme une lame. 12 ans gâchés avec le mauvais homme. Au moins, je répare ça maintenant, non? Tu es le seul à me connaître vraiment, Henri. Le seul à me voir. J'ai regardé cette vidéo 17 fois. Chaque visionnage aiguisait ma concentration. Il prévoyait de me prendre par surprise avec les papiers du divorce après notre anniversaire, après l'événement spécial qu'Emma avait prévu. Ensuite, il prendrait ce qu'il pourrait et commencerait une nouvelle vie ensemble à Denver, me laissant avec les morceaux brisés de notre mariage. Pas si je frappais la première. J'ai continué à rassembler des preuves, discrètement, déplaçant des biens, sécurisant des comptes financiers, documentant chaque détail de leur liaison.
J'ai appris leurs habitudes, leurs lieux de rendez-vous, leurs projets d'avenir. Je savais que la femme d'Henri commençait à se méfier, même si elle semblait réticente à accepter la vérité. La confirmation finale est venue lorsque je les ai suivis chez un bijoutier. Henri a acheté un collier de diamants, un cadeau pour notre anniversaire. Plus tard, j'ai découvert toute l'audace de leurs gestes. Ce pur manque de respect a été le catalyseur de la suite. Ce soir-là, Emma était assise à côté de moi sur le canapé, parcourant les journaux. Les annonces immobilières de Denver s'affichaient sur son ordinateur portable, et quelque chose en moi s'est éclairci. Je savais exactement ce que je devais faire. Notre 12e anniversaire tombait un vendredi d'octobre. 2 semaines avant que je commence à préparer mon plan. Henderson veut que je sois à Chicago pour la présentation du projet de la Franklin Tower. J'ai dit à Emma au dîner, j'ai essayé de m'enfuir, mais c'est trop important. Je vais devoir prendre l'avion le matin de notre anniversaire. Elle a fait semblant d'être déçue, mais elle n'a pas été surprise. Oh, James, le timing est catastrophique. Ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un d'autre? C'est mon projet. Je dois être là, ai-je dit en lui prenant la main. Mais je te promets de me rattraper. On fêtera ça à mon retour dimanche. Le soulagement sur son visage était à peine dissimulé. Bien sûr, ma chérie, parfois, le travail passe avant tout. Je comprends. J'en suis sûr, pensai-je en lui serrant doucement la main. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai organisé le voyage avec soin, j'ai réservé des vols facilement annulables, fait ma valise et réservé un taxi pour l'aéroport. J'ai travaillé tard plusieurs nuits, prévenant Emma que je finalisais le matériel de présentation. En réalité, je mettais la dernière main à ma propre présentation. Une présentation qui aurait lieu non pas dans une salle de conférence de Chicago, mais dans notre chambre. 3 jours avant notre anniversaire, j'ai installé des caméras supplémentaires dans notre chambre, soigneusement positionnées et focalisées directement sur le lit. J'ai testé les flux à plusieurs reprises pour garantir une qualité visuelle et audio irréprochable. J'ai préparé un 2e enregistreur de secours. Chaque détail a été vérifié 2 fois. Mon avocat avait finalisé tous les documents nécessaires et les protections légales étaient en place. La veille de notre anniversaire, Emma s'est montrée inhabituellement affectueuse, préparant mon plat préféré, ouvrant une bouteille de vin onéreux et initiant une relation sexuelle pour la première fois depuis des mois. J'ai joué mon rôle avec conviction et j'ai refusé. Il faut que je me lève tôt, mon amour. Elle était un peu décontenancée, mais elle ne s'est pas plainte. Après, pendant qu'elle dormait, je suis resté éveillé, finalisant chaque détail de ce qui allait arriver. Le matin de notre anniversaire, je l'ai embrassée sur le pas de la porte, valise à la main. Je t'appellerai à l'atterrissage, lui ai-je dit. Je suis désolé pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, a-t-elle répondu, en consultant déjà son téléphone. Bon voyage. Au lieu d'aller à l'aéroport, j'ai pris un taxi jusqu'à une agence de location de voitures, récupéré la berline quelconque que j'avais réservée et me suis rendu dans un café tranquille à quelques rues de chez nous. Là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au système de sécurité de la maison et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. 40 minutes après mon départ, Emma était au téléphone avec Henri. Il venait de partir. Oui, tout le week-end. Non, il ne se doute de rien. Elle a passé l'heure suivante à transformer la maison. Elle a changé les draps, allumé des bougies et mis au frais une bouteille de champagne, celle que j'avais achetée pour notre 5e anniversaire, réservée pour une occasion spéciale. Elle prit une douche, se parfuma et enfila de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. À midi, Henri arriva avec des fleurs et le collier de diamants. Ils s'enlacèrent dans le hall d'entrée, s'embrassant passionnément. « Joyeux anniversaire », dit Henri en riant. Ils éclatèrent tous les deux d'un rire cruel d'être enfin débarrassés de lui, dit Emma en levant son verre. Ce toast me brûla comme de l'acide. Ils burent notre champagne, mangèrent des plats à emporter de notre restaurant préféré et parlèrent librement de leur avenir. Henri avait accepté un emploi à Denver. Emma prévoyait de demander le divorce après mon retour, prétextant qu'elle n'était tout simplement plus amoureuse. Ils attendraient un délai raisonnable avant de rendre leur relation publique. James me donnera tout ce que je demande, assura-t-elle à Henri. Il l'a toujours fait. Je pense à la moitié de la valeur de la maison, à ma voiture et à une généreuse mensualité. Il peut garder sa précieuse entreprise. Henri sourit, effleurant son visage d'affection. Et puis notre vraie vie commença.
Je les regardais errer de pièce en pièce, du salon à la cuisine, puis au canapé, devenant plus intimes à chaque pas, leurs mots plus explicites. Finalement, Henri la conduisit à l'étage, dans notre chambre, l'ultime insulte que j'attendais. J'éteignis mon ordinateur portable, démarrai la voiture et rentrai chez moi, l'esprit étrangement calme. Me garant à un pâté de maison, je m'approchai de la maison par l'arrière, entrant silencieusement par la porte du sous-sol avec ma clé. Sur mon téléphone, je confirmai qu'ils étaient toujours à l'étage, leurs vêtements éparpillés sur le sol, leurs corps enlacés sur le lit que je partageais avec Emma depuis 12 ans. Je montai l'escalier en rampant, m'arrêtant devant la chambre. À travers le bois, j'entendis les gémissements caractéristiques d'Emma et les grognements essoufflés d'Henri. Des sons qui auraient dû me mettre en colère, mais qui me laissèrent concentré, froide, lucide. Je comptai jusqu'à 3, puis enfonçai la porte d'un coup de pied de toutes mes forces. La poignée transperça la cloison sèche en claquant sur ses gonds. Emma hurla, se précipitant pour se couvrir des draps. Henri bondit nu, abasourdi. James. Emma hurla, le visage déformé par la terreur et l'incrédulité. Attends, mec, balbutia Henri en levant les mains dans un geste défensif. Je ne dis rien. J'entrai dans la pièce et fermai la porte derrière moi. Henri commit sa deuxième erreur. Il se jeta sur lui. Peut-être pensait-il que sa taille lui donnait l'avantage. Peut-être croyait-il que ses séances occasionnelles de gym avaient un sens. Il avait tort. Ce qu'Henri ignorait, c'est que derrière ma façade d'architecte affable, j'avais passé 15 ans à m'entraîner à la boxe et au jiu-jitsu brésilien. C'était mon exutoire, ma thérapie, 3 matins par semaine pendant qu'Emma dormait encore. J'esquivais sa charge avec aisance, attrapais son bras en plein mouvement et redirigeais son élan droit contre le mur. Alors qu'il titubait, je lui assenai un coup sec au foie. Il s'effondra à genoux, haletant. « James, arrête !» hurla Emma en s'accrochant au drap. « Tu vas le tuer. »« Non, dis-je, parlant pour la première fois. Mais il va regretter de ne pas l'avoir fait. » La suite ne fut pas frénétique. C'était méthodique. Je frappai Henri avec une précision maîtrisée. Chaque coup était délibéré, brisant des côtes, noircissant des yeux, lui fendant la lèvre. Chaque coup était conçu pour maximiser la douleur tout en évitant des dommages permanents. Il tenta de riposter une fois, me décochant un tir oblique à la mâchoire avant que je ne le fasse retomber. Après cela, il abandonna, se roulant en boule et gémissant à chaque coup. Quand je le jugeai suffisamment brisé, je sortis les attaches de ma poche et attachai ses poignets au montant du lit. Notre montant, le laissant nu et exposé. Emma s'était retirée dans un coin, enveloppée dans le drap. Son visage était maculé de mascara et de larmes. « Que fais-tu? Tu as perdu la tête? »« J'appelle la police, » cria-t-elle. « Je t'en prie, dis-je en lui lançant le téléphone. Explique-moi ce que toi et ton amant faisiez dans notre lit conjugal le jour de notre anniversaire. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. » Sa main se figea, le téléphone suspendu en l'air. J'ai sorti mon téléphone et commencé à filmer. Le visage meurtri d'Henri, son corps nu, le lit en désordre. J'ai lentement fait un panoramique sur la carte d'anniversaire, les bouteilles de champagne, les vêtements éparpillés. « Que fais-tu » a murmuré Emma d'une voix tremblante. « Filmer ta trahison » ai-je dit calmement. Je me suis dirigé vers le placard et suis revenu avec une pile de papiers que j'ai jetés sur le lit. Des papiers de divorce, et j'expliquai. Déjà préparés. Vous les trouverez très complets. Emma les a attrapés d'une main tremblante. Vous remarquerez peut-être qu'il n'y a aucune mention de partage des biens, ai-je poursuivi. C'est parce qu'il n'y a plus de biens matrimoniaux à partager. La maison, les voitures, mes parts sociales, tout a été transféré dans une fiducie privée il y a 6 semaines. En toute légalité, entièrement protégé. Tu n'auras rien, Emma. Pas une odeur. Son visage est devenu fantomatique tandis qu'elle feuilletait les pages. Tu ne peux pas faire ça. J'ai droit à la moitié. En fait, j'ai dit que je pouvais, et je l'ai fait. L'adultère a un poids considérable dans cet état, surtout avec des preuves vidéo. J'ai branché mon téléphone à la Smart TV et j'ai visionné les images. Des semaines de réunions secrètes, de conversations explicites, leur dernier toast à leur séparation. Son visage s'est effondré lorsque la vérité a éclaté. J'ai aussi tous tes SMS, et j'ajoutais. Chaque détail de tes plans pour Denver, chaque chose cruelle que tu as dite sur moi, chaque mensonge que tu as proféré. Henri s'était mis à sangloter,
toujours attaché au montant du lit. S'il te plaît, mec. Je suis désolé. C'est arrivé comme ça. On ne voulait pas te faire de mal. Je l'ai regardé, l'expression a changé. Tu ne voulais pas te faire prendre. C'est toute la différence. J'ai laissé tourner la caméra tout en racontant la suite, la demande de divorce lundi, les preuves déposées au tribunal, et les copies préparées pour leur employeur détaillant leur utilisation abusive du temps et des ressources de l'entreprise pour leur liaison. Et bien sûr, Charlotte recevra sa propre copie, et j'ajoutais en voyant le visage d'Henri se tordre de terreur. Je me demande si elle sera aussi compréhensive que je l'ai été. Tu es fou, a murmuré Emma. Ce n'est pas toi, James. Non, ce n'est pas vrai. J'étais d'accord. L'homme que tu as épousé n'aurait pas fait ça. Mais cet homme est mort le jour où il a entendu sa femme envisager de le quitter après 12 ans. L'homme qui se tient devant toi est quelqu'un d'autre. La sonnette a retenti à ce moment-là, pile à l'heure prévue. Ce sera l'agent Brown, ai-je dit. Le frère d'un client. Il répond à mon signalement d'intrusion. Je te suggère de t'habiller, Emma. Quant à Henri. Eh bien, je crains que tu doives rencontrer la police telle qu'elle. Emma, déjeuner pour ses vêtements. Tu as appelé la police après tout ça, bien sûr. Un inconnu s'est introduit chez nous et m'a agressé alors que je rentrais plutôt d'un voyage d'affaires pour surprendre ma femme pour notre anniversaire. Je me suis défendu. Tout est très clair sur les images de vidéosurveillance, ai-je dit en désignant la caméra visible dans le détecteur de fumée. La version modifiée, bien sûr. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec moi et que tu témoignes contre moi, j'irai en prison. Je perdrai tout. Mais alors, je serai un homme qui n'a plus rien à perdre. Alors, je te traquerai. Et je suppose que tu as déjà vu ce que j'ai fait à ton amant. Je te ferai subir le pire. Tu supplieras pour la mort, mais la mort sera un luxe pour toi. Je me dirige vers la porte. Tu as deux choix, Emma. Soit tu avoues ta liaison et en assumes les conséquences et m'envoies en prison pour agression, soit tu confirmes ma version. À toi de voir. Le regard de Puren qu'elle m'a lancé valait presque les 6 mois d'agonie qui avaient mené à ce moment. Je suis descendu saluer l'agent Brown, arborant un début d'échymose dû au seul coup porté par Henri. Le détail parfait pour compléter ma version des faits. La semaine suivante s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Henri a été arrêté pour effraction et tentative d'agression sexuelle. Je savais que les accusations ne tiendraient pas longtemps, mais là n'était pas la question. Ils ont créé un casier judiciaire et une photo d'identité judiciaire qui le hanterait à jamais. Son visage ensanglanté et tuméfié file à une des journaux locaux, son nom étant lié à jamais à une invasion de domicile réglée. Emma choisit de soutenir ma version des faits. Son instinct de survie l'emporta sur toute loyauté résiduelle envers Henri. Elle joua le rôle de l'épouse traumatisée avec conviction, même si ses yeux brûlaient de fureur à chaque fois qu'il croisait les miens. Lundi matin, mon avocat déposa les papiers du divorce. L'après-midi même, des images de surveillance furent remises à des destinataires clés, l'employeur d'Emma et Henri, documentant leur liaison sur le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise. L'épouse d'Henri, Charlotte, ainsi que les relevés financiers de ses achats chez le bijoutier et de ses séjours à l'hôtel. Les parents d'Emma, profondément religieux et toujours bienveillants envers moi, et un groupe soigneusement choisi de nos amis les plus proches. Les conséquences sociales et professionnelles furent rapides et graves. Le mardi, Emma et Henri étaient tous deux convoqués au RH. Le mercredi, ils étaient au chômage, licenciés pour manquement à l'éthique et comportement indigne de représentants de l'entreprise. Leur secteur d'activité était restreint, avec un réseau fermé. La nouvelle se répandit rapidement. Le mariage d'Henri s'effondra de façon dramatique. Charlotte ne s'est pas contentée de partir. Elle a tout brûlé derrière elle. Elle a demandé le divorce, vidé leur compte commun et lancé une campagne cinglante sur les réseaux sociaux, révélant chaque détail de sa trahison. Sa réputation s'est détériorée en temps réel, ses amis et sa famille coupant publiquement les ponts. Le sort d'Emma n'était pas celui d'un enfant. Ses parents, immigrés d'origine conservatrice d'Europe de l'Est, ont réagi aux preuves par une condamnation immédiate. Son père m'a appelé personnellement pour s'excuser du comportement de sa fille et m'assurer que je serais toujours considéré comme un membre de la famille, quel que soit le divorce. L'ironie amère n'a échappé à aucun de nous. Notre cercle social s'est fracturé comme prévu. La plupart ont pris mon parti, celui du mari trahi qui avait découvert la déloyauté ultime de sa femme.
Quelques-uns sont restés neutres, gênés par ma réponse méticuleuse, mais incapables de justifier les actes d'Emma. Personne ne les a défendus ouvertement. Pendant tout ce temps, je suis resté calme. J'ai conservé l'apparence d'un mari au cœur brisé mais digne, acceptant la compassion avec une grâce mesurée, sans jamais paraître vindicatif. Lors de conversations privées, je ne partageais que le strict nécessaire pour confirmer ma version des faits, veillant à ne pas paraître obsédé. 12 ans de relations stables et loyales avaient bâti une relation de confiance. Personne ne remettait en question ma version des faits. Le divorce s'est déroulé sans résistance. Après avoir examiné les preuves et les documents de fiducie, l'avocat d'Emma lui a conseillé d'accepter mon offre, ses effets personnels, ses objets de famille et un paiement unique à peine suffisant pour couvrir 3 mois de loyer dans un appartement modeste. Elle a signé les papiers sans même me regarder en face. La chute d'Henri a continué sur sa lancée dramatique. Après avoir perdu son emploi, sa femme et la plupart de ses amis, l'effondrement financier a suivi rapidement. L'avocat de Charlotte s'est montré encore plus acharné que le mien, découvrant des dettes cachées et des problèmes de jeu qui ont considérablement aggravé sa situation juridique. En quelques semaines, il risquait l'expulsion et s'était mis à conduire des sociétés de bourse pour survivre. Une ordonnance restrictive de Charlotte lui interdisait l'accès à leur ancien quartier, le forçant à squatter une liste tournante d'amis de plus en plus réticents. Le déclin d'Emma fut plus progressif, mais finalement bien plus radical. Sans filet de sécurité financière et avec sa famille coupée des ponts, elle emménagea d'abord dans la chambre d'amis d'un ancien collègue. Lorsque cet arrangement s'effondra inévitablement, comme je m'y attendais, il se transforma en une série de motels bon marché pour des séjours prolongés et de sous-location à court terme. Sa carrière, autrefois stable, avait été irrémédiablement endommagée par son licenciement et les ragots persistants du secteur. Le monde du marketing l'avait discrètement qualifié de « déchet ». Elle tenta de renouer avec Henri, bien sûr. J'ai vu les messages arriver sur l'appareil que je surveillais encore. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il ignora ces textos de plus en plus frénétiques. L'échange final fut révélateur. Emma, je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, Henri, on allait être ensemble. On avait des projets. Henri, les projets changent. Toute cette histoire est un désastre. J'ai tout perdu à cause de toi. Emma, à cause de moi, tu étais tout aussi impliqué. Henri, je bloque ce numéro. Ne me recontactez plus. J'ai besoin de reconstruire ma vie, et tu n'en fais pas partie. Le traître a trahi. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans. Entre-temps, je me suis consacré à reconstruire ma vie. J'ai vendu la maison, trop de souvenirs, et acheté un loft élégant en centre-ville. Je me suis plongé dans mon travail, décrochant de gros contrats d'architecture qui stagnaient depuis des mois. J'ai renoué avec de vieux amis qui s'étaient éloignés pendant notre mariage, j'ai repris la boxe en compétition et j'ai même commencé à fréquenter un sculpteur rencontré lors d'un vernissage. 3 mois après notre anniversaire, j'ai vu Emma pour la dernière fois. Je faisais le plein d'essence lorsque j'ai remarqué une femme mince et négligée tenant une pancarte en carton près de l'entrée de la station-service. Il m'a fallu un instant pour reconnaître mon ex-femme sous ses cheveux emmêlés et ses joues creuses. Nos regards se sont croisés brièvement de l'autre côté du parking. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée. La fierté ou la honte la retenait. J'ai fini de pomper, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans lui dire un mot. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée à mon bureau. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. S'il vous plaît, parlez-moi. Je n'ai plus rien. J'ai été stupide. Je t'aime toujours. Je l'ai porté jusqu'à la cheminée de mon nouveau salon et j'ai regardé les flammes consumer son ultime tentative de réconciliation sans lire plus loin que la première ligne. La chaleur sur mon visage était purificatrice, définitive. 1 an après cet anniversaire, ma vie avait complètement changé. Mon cabinet d'architecture avait doublé de taille, se spécialisant dans les projets de réaménagement urbain durable. J'avais dépassé les rencontres occasionnelles pour une relation plus sérieuse avec Linda, la sculptrice dont la nature directe et la passion artistique avaient peu à peu percé mes murs soigneusement construits. Je m'étais même réconcilié avec mon frère arrangé, une tension pendant mon mariage avec Emma, qui ne l'avait jamais approuvé. Henri avait complètement quitté l'État, m'a-t-on appris par des relations mutuelles. Après avoir accumulé des dettes de jeu et risquant des ennuis judiciaires pour non-paiement de pension alimentaire, il s'était retiré chez ses parents en Arizona. Sa réputation professionnelle était irrémédiablement entachée.
Son profil LinkedIn était figé dans le temps à son dernier emploi légitime. D'après Charlotte, qui me donnait de ses nouvelles de temps en temps autour d'un café, une amitié qui nous a surpris tous les deux, il travaillait désormais dans la quincaillerie de son père, l'ombre de l'homme ambitieux et arrogant qui s'était un jour promis à la gloire. L'histoire d'Emma s'est terminée plus discrètement, mais peut-être plus complètement. Après des mois de situation de plus en plus désespérée, elle était retournée chez ses parents à Rochester, acceptant leurs conditions, fréquentant assidûment l'église, suivant une thérapie avec leur curé et travaillant dans la petite épicerie de son père. Lors d'un rare appel téléphonique pour prendre de mes nouvelles, sa mère l'a décrite comme humble et en quête de rédemption. Je lui souhaitais le meilleur avec une sincère indifférence. L'amour passionné et la haine brûlante que je ressentais autrefois pour elle s'étaient transformés en une étude clinique de la faiblesse humaine. La sienne et la mienne. Parfois, dans des moments de calme, je me demande si ma vengeance valait bien des mois de tromperie calculée. L'énergie dépensée pour détruire deux personnes qui m'avaient trahi. Je repense à l'homme que j'étais avant. Confiante, ouverte, peut-être naïve, et la personne la plus dure et la plus cynique qui est émergée du creuset de la trahison. La réponse revient toujours la même. Oui, ça valait le coup. Non pas pour la satisfaction de les voir souffrir, même si cela a joué un rôle au début, mais parce qu'en démantelant leurs mensonges soigneusement construits, j'ai redécouvert ma propre force, un noyau de résilience dont j'ignorais l'existence. La véritable vengeance n'était pas l'humiliation publique ni la ruine financière que j'avais orchestrée. Ce n'était même pas leur séparation. Aussi poétique que fût cette justice, la véritable vengeance était mon refus absolu d'être leur victime. Le mari triste et abandonné qu'ils prévoyaient de laisser derrière eux pendant qu'ils construisaient leur nouvelle vie sur les ruines de la mienne. Au lieu de cela, je me suis relevé de ces ruines, construisant quelque chose de plus fort et de plus authentique que le mariage qui m'avait défini pendant 12 ans. J'ai protégé ce qui m'appartenait, non seulement matériellement, mais l'essence de qui j'étais et ce que je méritais. Certains pourraient qualifier mes actions de froides ou excessives. Peut-être l'étaient-elles. Mais dans un monde où la loyauté est devenue facultative et l'engagement conditionnel, j'ai tracé une ligne et imposé des conséquences à ceux qui la franchissaient. J'ai refusé de participer à ma propre destruction. La semaine dernière, Linda m'a interrogé sur la cicatrice sur ma phalange, petit souvenir de cette confrontation anniversaire. Je lui ai dit toute la vérité, observant attentivement son visage, à la recherche d'un jugement ou d'une peur. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment avant de dire « Je ne peux pas dire que j'aurais fait la même chose, mais je comprends pourquoi tu l'as fait, et je respecte que tu ne t'excuses pas de t'être protégé. » Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à mes côtés, j'ai réalisé que le dernier morceau de ma vengeance s'était manifesté sans que je le veuille consciemment. J'avais retrouvé le bonheur, le vrai bonheur. Tandis qu'Emma et Henry restaient prisonniers des conséquences de leur choix, ils porteraient le fardeau d'avoir tout sacrifié, réputation, carrière, relations, sécurité financière pour une liaison passagère qui s'est effondrée sous le poids de son propre égoïsme. Pendant ce temps, j'avançais, libéré des contraintes d'un mariage frauduleux, plus consciente de la nature humaine, mais pas vaincu par ses côtés sombres. Ce fut la victoire ultime. Non seulement survivre à la trahison, mais la transformer en fondement d'une vie meilleure que celle qui m'avait été volée. Non seulement échapper au feu, mais renaître de ses cendres, renouvelé. Certains appelleraient cela vengeance. Moi, j'appelle cela justice. Et la justice, contrairement aux fausses promesses murmurées entre amants illégitimes, perdure.